Merci, Monsieur le Ministre. Donc, les premières questions reviennent au rapporteur Jacques Grosperrin. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Nous avons souhaité justement vous auditionner dans la mesure où Luc Ferry précédemment vient de nous dire que la plus grande difficulté dans l'éducation nationale vient du fait que les ministres ne restent pas très longtemps, à savoir en moyenne sous la Ve République 18 mois, et vous êtes resté 3 ans. Et je crois que c'était important, c'était peut-être une des rares fois où un ministre de l'Éducation nationale a pu avoir peut-être un peu plus de temps, de liberté pour faire ou appliquer sa politique. Et puis aussi dire, et ça a été évoqué précédemment par rapport à la loi Ciotti, je crois que les choses ont été mal comprises à un moment donné, peut-être mal dites. Moi j'ai été l'orateur dans une autre assemblée sur cette loi, et je crois qu'il était important qu'à un moment donné on puisse faire ce que certains disent souvent, punir les parents lorsqu'il y a des actes délictueux qui s'exercent en tout cas à l'encontre des enseignants, parce qu'il faut aussi qu'on protège nos enseignants. Et c'est bien dommage qu'on soit revenu sur cette loi qui était graduée, et vous l'avez fort bien dit. Moi j'aurais 3 questions. Vous avez parlé tout à l'heure, vous nous avez indiqué tout à l'heure de cette circulaire de 2012 vis-à-vis des accompagnants aux sorties scolaires qui devaient être soumis à ce souci de neutralité, donc ce qui excluait le port de signes religieux. Or, le Conseil d'État a pris dans une étude du 19 décembre 2013 une position différente. Qu'en pensez-vous? Faut-il passer par la loi pour imposer cette règle? C'était ma première question. La deuxième, elle a trait à l'enseignement civique des élèves. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Est-ce que les enseignants sont correctement préparés à le transmettre? Et enfin, la troisième question, pensez-vous que le ministère de l'Éducation nationale dispose des outils nécessaires pour recenser, relayer et traiter les incidents à l'école? On se rend compte, on a auditionné Madame la DGESCO ou d'autres personnes, on se rend compte que où les choses ne sont pas dites, ou on n'ose pas les dire. N'y aurait-il pas une incitation à différents niveaux de ne pas faire remonter les difficultés observées à travers des atteintes aux règles du vivre ensemble, de la contestation des enseignements, etc. Je ne voudrais pas être trop long pour permettre à mes collègues sénateurs de pouvoir également vous poser d'autres questions. Merci, Monsieur le Ministre. Je réponds tout de suite à Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Merci de rappeler que ça veut dire que quand on a passé plus longtemps, on est plus responsable quelque part de son action. Je l'assume pleinement. Je partage, cela dit, votre analyse. J'avais d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, il y a prescription, mais j'avais d'ailleurs dit à l'ancien président de la République que si d'aventure les Français le renouvelaient, je resterais bien quelques années de plus rue de Grenelle. Vous voyez, c'est que je considérais que le temps était nécessaire dans ce ministère. Sur la question des accompagnatrices voilées, oui, j'ai vu la décision du Conseil d'État. Je crois qu'il faut une clarification de la loi. Je crois qu'elle doit se faire d'ailleurs dans un cadre comparable à celui qui a guidé le législateur en 2004. Je le disais tout à l'heure, souvenez-vous, la commission présidée par Jacques Barrot, le travail de François Baroin, qui a permis à l'Assemblée nationale un vote unanime, un vote... il y avait eu un gros travail de fond qui avait été effectué et qui avait permis de partager un certain nombre de valeurs et de voter cette loi. Je crois qu'elle est nécessaire. Même si, vous voyez, j'étais hier soir en Seine-Saint-Denis, animé une réunion publique, et j'ai été interpellé sur ce sujet. Encore une fois, qui nous a demandé d'être fermes et stricts? Ceux qui défendent les valeurs de l'école, en notre nom, les chefs d'établissement. Ils ne font pas de prosélytisme, ils ne sont pas engagés, ils défendent les valeurs de la République et de l'école. Et c'est eux qui m'ont demandé d'agir parce qu'ils considéraient qu'il y avait un risque, précisément, de prosélytisme. Donc, je pense que ce débat n'est pas secondaire, et je crois que dans ces cas-là, la République doit prendre ses responsabilités. Pendant des années, souvenez-vous, nous avons laissé les chefs d'établissement au front, en première ligne, vis-à-vis d'initiatives qui étaient évidemment orchestrées
organisés. Nous les avons laissés seuls. Et la loi de 2004 a permis d'apporter une réponse ferme, dans un cadre bien précis, et par rapport aux valeurs que nous partageons tous. Donc je souhaite effectivement une réécriture. Sur la question de l'enseignement civique, j'ai rappelé tout à l'heure que dans les programmes du primaire de 2008, nous avions réinstauré cet enseignement civique. Si vous voulez, le problème de l'école, je vais vous dire, un des problèmes de l'école que vous constatez quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, c'est que vous allez au Conseil des ministres du mercredi et que vous avez 10 de vos collègues qui viennent vous voir en vous disant « Au fait, il faut absolument qu'on se voit parce qu'il me faut quelques heures sur le développement durable, sur la sécurité routière, sur le secourisme à l'école. » Voilà. Et à force de gérer ces priorités, on en oublie l'essentiel. Voilà. Moi, je considère que l'école primaire, elle est faite pour apprendre à lire, écrire et compter. Et si on se concentrait sur ces missions essentielles, on n'aurait pas 18% d'élèves qui quittent le CM2 en ne maîtrisant pas la lecture et l'écriture. Voilà. Alors ensuite, je ne peux pas vous dire ça, la mission instruction de l'école, sans oublier la mission éducation. Et évidemment, en primaire, nous devons aussi apprendre les valeurs de la République, nous devons apprendre les fondamentaux, là aussi, en la matière. Donc, bien sûr, je suis favorable à ce qu'on pousse et on développe l'enseignement civique. Il existe beaucoup de modules de formation. Je crois que c'est dans la formation des enseignants qu'on doit sans doute être beaucoup plus exigeant en la matière. Dans la circulaire que j'évoquais tout à l'heure, je demandais aux enseignants chaque jour la maxime, chaque jour se référer à un événement de l'actualité du moment pour en tirer des leçons en matière civique et en matière morale. Je pense que c'est comme cela qu'on peut éduquer nos enfants. Troisième question. Je vais vous dire, je ne partage pas le système éducatif a beaucoup de défauts. Je peux vous dire, l'administration de l'éducation nationale est une très belle administration. Et moi, je considère que alors je ne dis pas que j'étais informé de tout ce qui se passait dans les 45 000 écoles de France, mais je peux vous dire que le ministère de l'Éducation nationale, c'est un peu comme Place Beauvau. C'est-à-dire que tous les soirs, le ministre reçoit les incidents du jour et vous êtes informé de ce qui se passe, des incidents qui se sont passés dans la journée dans tous les établissements de France. Alors ensuite, peut-être que c'est comme au commissariat de police, tous les incidents ne remontent pas, ne sont pas volontairement recensés. Donc il y a une nécessité de travailler avec les chefs d'établissement pour faire en sorte. Toujours est-il que moi j'avais mis en place des outils statistiques nouveaux. J'avais demandé à un sociologue reconnu, et je suis très heureux que mes successeurs aient conservé sa mission, Éric Debarbieu, de traiter de ces questions, parce qu'il est un grand connaisseur, notamment sur la question du harcèlement à l'école. Vous savez que c'est moi qui ai lancé la lutte contre le harcèlement à l'école, et pour lutter contre le harcèlement à l'école, il faut d'abord être informé des faits. Et il faut bien qu'à un moment, il y ait un plaignant, qu'il y ait une victime. Et donc, il faut mettre en place des systèmes, des réceptacles qui permettent cela. Donc, là encore, il existe un certain nombre d'outils. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit dans les outils de recensement qu'il faille mettre la priorité. Je pense que c'est plutôt dans la capacité de nos chefs d'établissement à traiter ces incidents. La capacité à les assumer, je pense que c'est plutôt dans ce domaine que les efforts doivent porter. Merci. Pardon. Mes chers collègues, des questions Monsieur Quesnel, vous voulez toujours la parole? Pas, c'est bon. Madame Duchesne, Monsieur Longuet, Madame Cartron. Donc Madame Duchesne. Pardon. Voilà. Monsieur le ministre, merci pour 2 actions que vous aviez menées pendant pendant ces 3 années. C'est
la création, en effet, des internats d'excellence, on les a appelés d'autres manières, mais dans les Yvelines, il y a eu des résultats tout à fait probants. Le deuxième remerciement également, c'est pour le harcèlement à l'école, le racket, etc. En revanche, je voudrais vous poser une question simple, c'est comment un ministre fait-il pour surveiller l'éducation, l'administration de l'éducation nationale que j'aime infiniment. J'ai beaucoup travaillé avec eux, mais il n'en reste pas moins que les rapports demandés sur les recensements des violences, sur la sécurité, j'ai participé à des réunions où tout était faussé, avec que les élus qui pouvaient dire qu'ils avaient assisté à tel conflit grave, et ce n'est absolument pas répercuté. Donc le problème est que vous faites votre travail, si j'ose dire, mais est-ce que à la base, dans les inspections académiques, c'est suivi et comment faire? Nous allons prendre plusieurs questions. Monsieur Longuet. Oui, Monsieur le Ministre, cher Luc, quel soutien peut-on apporter à l'exercice de l'autorité au bénéfice des enseignants devant leur classe? Merci. Madame Cartron. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors, deux questions. La première, vous avez réaffirmé cette nécessité, et c'est sur quoi nous réfléchissons, d'enseigner les valeurs à l'école, les valeurs républicaines, et vous avez parlé le bien, le mal. Comment les enseignants, ou comment analysez-vous la difficulté des enseignants à faire passer ces valeurs dans une société qui ne les porte pas et qui porte la réussite parfois du tout argent, dans lesquels on entend et on voit malheureusement les plus vertueux ne pas être mis en avant, ni les mieux reconnus, ni respectés. Donc comment concilier cette difficulté? Parce qu'on rêve tous d'une école qui serait quelque part un sanctuaire, mais on le sait que c'est impossible parce que voilà, la société pénètre avec toutes ces difficultés et tous ces excès. Donc voilà, comment surmonter cette difficulté. La deuxième, bon, je vais quand même intervenir à propos de la loi Ciotti, qui je crois ne mérite ni tant d'honneur ni tant d'opprobre. Puisque, et d'ailleurs, Luc Ferry, précédemment, en a tracé toutes les limites. C'est-à-dire que on parle de la place des parents, mais comment et quelle est je dirais quelle serait la vertu éducative et pédagogique de sanctionner une mère de famille seule avec 4 enfants qui embauche le matin à 6 heures et j'avais été témoin qui va travailler, qui laisse ses enfants et qui découvre qu'à 9 heures, voilà, le plus grand n'est pas parti au collège. Ce sont je veux dire, des difficultés sociales qui, malheureusement, je ne pense pas puissent se résoudre par 100 euros par mois en moins sur une prestation. D'autant plus, et là je partage aussi ce qu'a dit Luc Ferry tout à l'heure, il faut sanctionner les parents qui ne respectent pas l'enseignant, qui même se livrent parfois alors à des dénigrements devant leur enfant, ou qui parfois n'arrivent même jusqu'aux actes. Mais là je pense que c'est plutôt la loi, la justice qui doivent rappeler les parents à l'ordre, où un enseignant, ça se respecte, un enseignant ne doit pas subir d'actes de violence, un enseignant doit être accompagné. Voilà, donc c'était les deux points sur lesquels je souhaitais intervenir. Monsieur Legendre, comme ça, monsieur le ministre pourra répondre à toutes les questions. Monsieur le ministre, je crois me souvenir que jadis, l'école de la République savait sanctionner
mais qu'elle savait également récompenser. Et là, je parle des élèves, je ne parle pas des parents. Seriez-vous favorable à ce que l'on réfléchisse à un système qui, à nouveau, récompense les élèves pour leur bon comportement? Car il me semble qu'on débat beaucoup actuellement sur les sanctions à infliger ou à ne pas infliger, ou qu'il n'est pas possible d'infliger. Il me semble que sur les récompenses, elles devraient normalement être plus acceptables, même si certains les croient puériles. La dernière question, Madame Jourda, comme ça Monsieur le ministre pourra répondre à tout. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup évoqué l'école comme donc le creuset des valeurs, et vous avez donc à travers vos propos et ce que vous avez mis donc en place lorsque vous étiez ministre, montré cet attachement-là. Moi, je me pose une question à l'issue de grand nombre maintenant d'auditions, c'est que nous parlons effectivement tous des valeurs de la République, des symboles de la République. Nous les partageons. Nous avons cette notion d'une unité autour de ces valeurs, mais la définition de la laïcité, définition donc des valeurs que nous voulons communiquer, je ne suis pas sûre que nous ayons des enseignants d'une part formés pour les transmettre, parce que je ne suis pas sûre qu'un professeur ou de mathématiques ou de biologie ou un autre de lettres, ou bien dans l'enseignement primaire, je pense que les enseignants ont à cœur de transmettre donc leur enseignement, une certaine notion de l'éducation, mais sont-ils fédérés autour d'une définition commune? Et c'est une question qui me hante, cela, parce qu'effectivement, au tout début, je pensais vraiment que nous mettions les mêmes choses derrière les mots, et je n'en suis pas totalement convaincue. Voilà. Je souhaiterais que vous nous disiez votre sentiment sur cet aspect des choses. Merci, si vous voulez bien répondre à ces nombreuses questions. Alors, Madame Duchesne, effectivement, j'aurais pu parler des internats d'excellence. C'était un programme que j'ai eu beaucoup de plaisir à porter. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai contacté le proviseur de l'internat d'excellence de Sourdin récemment, après les événements du mois de janvier. Et il me disait, vous savez, Sourdin, c'est le premier internat d'excellence qu'on a lancé. 90% de jeunes issus de milieux très défavorisés, dans des quartiers essentiellement issus de l'immigration. Et je me souviendrai toujours d'ailleurs de la cérémonie d'inauguration de cet internat où j'avais rencontré les parents d'un jeune enfant qui devait avoir une douzaine d'années, d'origine africaine, les parents en tenue traditionnelle, et le père venant vers moi en me disant nous avons eu beaucoup de chance dans la vie parce que la France nous a accueillis et miracle, notre enfant fait des prouesses à l'école. Alors pour l'instant nous avons fait ce que nous pouvions, maintenant nous vous le confions. Et j'ai trouvé que c'était très beau, un très beau message de ce qu'était la mission de l'école de la République. Et donc j'avais ce directeur d'école, ce proviseur au téléphone il y a quelques jours, et il me disait que dans la fameuse minute de silence, qui a été très polémique après le 11 janvier, 7 janvier, eh bien, il n'avait eu 0 incident dans son établissement. Pourquoi ? Parce que après les attentats, ils ont décidé, avec l'équipe pédagogique, d'avoir un vrai débat avec les élèves. Ils ont parlé de tout, ils ont discuté, et ensuite, l'autorité qui existe dans cet établissement a fait que, et le partage des valeurs, qu'il y a eu 0 incident au moment de la minute de silence. Voilà. Donc, c'est possible. Il faut arrêter de considérer que le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui fait qu'on n'y arrivera pas. Non, c'est pas vrai. C'est possible. Sur la question du harcèlement, j'ai eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai que c'est une tentation, pas que de l'école, de toutes j'allais dire les systèmes organisés, de fuir, de ne pas regarder la réalité telle qu'elle est. Et j'ai eu l'occasion de constater cela. Maintenant, c'est aussi au système, c'est-à-dire aux dirigeants, aux ministres, aux directeurs d'administration, aux recteurs, de piloter. Et donc, d'aller dire à leurs inspecteurs d'académie, ne mettez pas la poussière sous le tapis, regardez la réalité en face. Moi, je présidais systématiquement les réunions de recteurs, une fois par mois,
et une fois par trimestre, celle de recteur et de directeur administratif de l'éducation nationale, directeurs départementaux, inspecteurs d'académie. Et le nombre de fois où je leur ai dit, mais regardez la réalité en face, ne soyez pas le petit doigt sur la couture du pantalon. Il faut que l'école soit ouverte à la réalité et quand il y a des difficultés, les regarder en face, les assumer, ne pas être dans un politiquement correct qui fait qu'on s'abrite derrière un système. Donc c'est encore plus le cas sur ces questions de harcèlement. Gérard Longuet m'a posé la question finalement une question difficile. Qu'est-ce qu'on fait pour assurer, renforcer l'autorité des enseignants? D'abord, on leur apprend à eux-mêmes l'autorité. Je pense que j'évoquais tout à l'heure une période de notre système éducatif où on a un peu oublié les règles de base. Début des années 70, quand on explique, si vous voulez, aux enseignants et aux parents que finalement l'élève pourrait être l'égal du maître et que la science infuse peut venir de là, ça ne renforce pas l'autorité. Et ça ne renforce pas l'autorité dans la classe. Donc je pense que c'est d'abord en affirmant des principes simples, parce que ça a été évoqué par l'un d'entre vous, Jacques Legendre, finalement, il y a des principes et des valeurs qui ont toujours très bien fonctionné. Et plus c'est simple, mieux ça marche. Donc d'abord en affirmant cette autorité. Ensuite, en soutenant ces enseignants, en étant à leur côté. C'est eux qui sont en première ligne. Je reprends l'exemple de ma circulaire, si vous voulez. Quand vous rencontrez des enseignants dans un collège difficile, mais qui arrivent, qui sont au combat, ils sont au combat en votre nom. Vous êtes rue de Grenelle, le recteur, il est dans son rectorat, mais les enseignants, pour des rémunérations, somme toute, très limitées, tous les jours, au quotidien, ils défendent les valeurs de la République que vous prenez. Donc si vous n'êtes pas à leur côté, si vous n'êtes pas là quand c'est dur, si vous ne les soutenez pas, alors soutenez pas, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, ça veut dire être fort, être capable d'être là quand c'est difficile et quand ça tangue. Ne pas défendre l'institution pour l'institution, mais défendre l'enseignant qui a le courage d'accomplir sa mission. C'est ça aussi, conforter et renforcer l'autorité. Puis enfin, l'autorité, ça s'apprend. C'est pas forcément inné. Vous avez des maîtres qui ont ça dans les gènes, c'est-à-dire que le charisme naturel, le fait qu'ils soient capables de diriger une classe de main de maître. Et puis vous avez des enseignants qui apprennent. Vous avez de jeunes enseignants qui, à 25 ans, sortent de l'école terrorisés à l'idée d'arriver dans un collège. Alors d'abord, on évite de les mettre dans les collèges les plus difficiles, si on veut assurer de l'autorité. Puis ensuite, on les accompagne, on les aide. On fait en sorte que les enseignants les plus expérimentés, les coachs, leur donnent quelques petits trucs. Et c'est pour ça que j'avais créé un module de formation à la tenue de classe, parce que là encore, vous avez des enseignants qui ont ça dans le sang, puis vous en avez qui ont besoin qu'on leur explique le b.a.-ba, et puis ils progressent là aussi. Et donc je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut asseoir l'autorité des enseignants. Je passe à Madame Cartron. Vous avez raison. L'école. Moi, j'ai jamais pensé que l'école pouvait être un sanctuaire. Pourquoi? Parce que l'école, elle est le reflet de la société. Vous voyez, moi, ça m'amuse toujours quand on dit l'école est violente. Ben non, c'est pas l'école qui est violente, c'est la société qui est violente. Et les enfants, les 12 millions d'élèves qui viennent à l'école tous les jours, ils viennent de leur famille. Je ne pense pas que ce soit à l'école que les rebelles qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence aient appris ce qu'ils ont dit ou leur comportement. Voilà. Donc, il y a forcément une porosité, forcément. Donc, il n'y a pas de sanctuaire. Alors, comment on fait pour, dans une société, effectivement, où les valeurs sont plus forcément celles qu'on a pu connaître dans une époque peut-être trop ancienne, d'abord, c'est pas en se résignant. C'est-à-dire que si à l'école de la République, on considère que finalement cette société, elle est comme ça, il faut plutôt l'accompagner, on a tout faux. Moi, je pense, les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure en témoignent. Je pense que moi, j'ai été... Vous savez, quand vous rentrez dans un collège,
j'ai été au ministre de l'Industrie. Quand vous rentrez dans un collège, je vais choquer certains d'entre vous, c'est comme quand vous rentrez dans une usine. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite si c'est un établissement bien tenu, avec le respect des règles, avec une autorité, avec une adhésion à un projet. C'est pareil. Tout de suite. Vous sentez s'il y a un principal qui est respecté par ses enseignants, s'il y a un projet partagé, s'il y a du respect, s'il y a de l'autorité. Ça se sent tout de suite. Tout de suite. Donc, c'est possible. C'est possible. Et quand vous donnez plus de marge de manœuvre, d'autonomie à un chef d'établissement, eh bien, il va, avec ses enseignants, partager des orientations, adhérer à un projet. Et là, vous êtes plus fort pour le mettre en œuvre. Donc, la frontière entre le bien et le mal, c'est pas manichéen, c'est pas théorique, c'est pas philosophique. C'est aussi être capable d'affirmer un projet pour l'établissement qui va être capable ensuite d'être mis en œuvre parce qu'il y a une adhésion. C'est pour ça que j'avais mis en place un programme d'autonomisation forte dans certains collèges, 300 collèges, le programme Éclair, vous vous en souvenez, où je donnais une autonomie pour les chefs d'établissement de recrutement de leur équipe pédagogique. Parce que je considérais que si vous arrivez à reculons dans un collège, c'est mal barré pour avoir une cohérence dans l'équipe pédagogique. Si vous voulez. Donc, quand vous avez des enseignants qui ont envie d'aller dans les lycées et les collèges difficiles, et pas uniquement pour la prime qu'ils reçoivent, parce que ça les passionne, parce qu'ils ont envie de tirer ces élèves, et ils réussissent. Donc, moi, je considère que la marge de manœuvre, l'autonomie, la confiance qu'on doit donner aux chefs d'établissement, ça fait partie de ce que vous décrivez, c'est-à-dire la capacité d'être fort pour, derrière, transmettre des valeurs, un projet au nom de l'école de la République. Sur la loi Ciotti, je comprends que mon prédécesseur devant votre commission est sur la même ligne que moi, ce qui ne me surprend pas, mais effectivement, je ne crois pas qu'il y ait d'autorité sans sanction. Voilà. Alors, c'est le cas pour les élèves, mais c'est le cas aussi pour les parents. Alors, vous citez un exemple, vous avez raison, mais je pense que les garde-fous avaient été mis en place pour permettre d'éviter le cas que vous décrivez. C'est-à-dire que, à mon sens, le cas que vous décrivez, c'est 0,01% des cas. Et il pouvait être traité par les rendez-vous entre les parents et les chefs d'établissement, le CPE, enfin les étapes successives, puisque tout à l'heure Jacques Grosperrin rappelait ce concept de riposte graduée. Je crois tout à fait, monsieur Legendre, à l'école de la récompense, absolument. Je pense qu'il y a des initiatives dans ce domaine qui sont prises localement, et je crois beaucoup. Moi, ça m'est beaucoup amusé. Je vous une anecdote personnelle. Je suis sorti de l'université à la fin des années 80, à la Sorbonne, et notre promotion avait décidé de réinstaurer la cérémonie de remise des diplômes. Et un de mes grands enseignants d'économie, j'étais un peu délégué de classe, enfin de promotion et tout, m'avait dit, écoutez, vous voyez Châtel, j'aurais tout connu dans ma vie. Je termine ma carrière professionnelle et j'ai connu la génération qui m'a demandé de supprimer la cérémonie de remise de diplôme. Eh bien, je connais enfin, avant de partir en retraite, celle qui me demande de restaurer cette cérémonie. Voilà. Moi, je crois aux cérémonies de distinction, de récompense qui sont très importantes. Alors, pas n'importe lesquelles. Vous vous souvenez d'une expérience que j'avais trouvée un peu hasardeuse, mais quand on expérimente, ça peut partir dans tous les sens, qui était la fameuse cagnotte. Vous savez, on expliquait que pour les élèves qui étaient assidus à l'école, on allait les récompenser financièrement. Voilà. Je veux dire que les bras m'en étaient un peu tombés, et j'avais demandé au recteur de prendre un peu ses distances par rapport à cette initiative. Donc la récompense, oui, mais je pense plus aux récompenses traditionnelles que nous avons pu connaître dans notre système éducatif. Enfin, Madame Jourdain, oui, vous me posez une question compliquée parce que je pense que la définition de la laïcité, des valeurs républicaines que l'école doit transmettre, elles n'appartiennent pas aux enseignants. Elles appartiennent à nous. Elles appartiennent à ceux. C'est à nous. J'ai fait référence tout à l'heure aux travaux de la. J'ai cité Jacques Barrot, mais il y a eu une commission qui avait précédé en 2004 sur la laïcité. Stasi. Eh bien, il y avait eu un travail remarquable de partage de ces mots, ces valeurs pour définir ensemble
ce que nous considérions être la laïcité, les valeurs de la République. Donc on y arrive. Je veux dire, on est capable de faire ça. On est capable même de les partager au-delà de nos sensibilités politiques. Et ce ne sont pas, à mon sens, ce n'est pas aux enseignants de les définir, c'est aux enseignants de les transmettre, de les appliquer, de les mettre en œuvre et de les transmettre. Mais ces débats-là, ils doivent avoir lieu plutôt au Sénat ou à l'Assemblée nationale que dans les salles de profs. Voilà. Merci. Alors, je vais profiter des quelques minutes qui restent et du privilège de la présidente qui, en général, tient le temps et qui ne pose pas de questions. Mais là, j'en ai une. Et Monsieur Abad aussi, pardon, j'avais pas vu. Sur l'autonomie et les proviseurs ou chefs d'établissement, parce que là, nous parlons du collège et des lycées. Nous avons aussi le cas des nombreuses écoles primaires, donc c'est une question que je pose, où il y a des directeurs qui ont un petit peu de difficulté justement à gérer leur école puisqu'ils n'ont pas un réel statut. Donc je sais que c'est un problème que nous poserons à différents intervenants et lors de différentes auditions. Donc puisque vous avez largement parlé des chefs d'établissement et des proviseurs, je voudrais que vous rebondissiez sur les directeurs. Et avant que vous me répondiez, donc je vais donner la parole à Monsieur Abad. Monsieur... Pardon. Vous avez fait état d'une anecdote très émouvante et puis vous l'avez dit avec beaucoup d'émotion aussi. C'est ce papa-là qui vient vous voir dans cet internat d'excellence que vous inauguriez et qui vous dit voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance, la France m'a accueilli, j'ai une chance supplémentaire, mon gamin a bien travaillé à l'école, j'ai fait ce que j'ai pu quelque part, enfin maintenant à vous de faire. Et puis vous avez donc ensuite rapporté cette information. Dans cet internat d'excellence, il y a eu 0 défaut par rapport à la minute de silence, en l'expliquant, ce 0 défaut, par la capacité de l'équipe pédagogique de discuter, de faire valoir les valeurs de la République. Certainement. Mais ne pensez-vous pas que ce 0 défaut, il est au moins autant, peut-être même plus, le résultat de la capacité de cet établissement et de ces internats d'avoir fait valoir l'ascenseur social, plus que le travail de l'équipe pédagogique, et lié à l'ascenseur social. Si l'école est effectivement un moteur extrêmement important de cet ascenseur, il y a aussi d'autres moteurs. Il y a le sport, il y a la culture, il y a les mouvements de jeunesse, ce qu'on appelle l'éducation permanente. Vous avez été aussi ministre des Sports et de la Jeunesse. Pensez-vous pas que le lien doit être plus fort entre l'école et toutes ces politiques publiques? Voilà. Et deuxième question, plus rapide, l'autonomie. Pour être très franc, en termes théoriques, dogmatiques, j'étais plutôt pas trop favorable, un peu en conformité avec ma famille politique, sur ces démarches d'autonomie d'établissement. Après, très franchement, je suis, à titre personnel en tout cas, plutôt pragmatique, et sur le terrain, notamment au niveau des écoles primaires, je me rends bien compte que l'autonomie des établissements est effectivement un plus. On est capable de travailler mieux lorsqu'on se sent responsabilisé avec une équipe qu'on maîtrise quand on est chef d'établissement. Ceci étant, si donc je suis pragmatique et je me dis que c'est pas si mal que cela, comment on peut faire en sorte que cette autonomie ne se décline pas en concurrence entre établissements? Merci, la parole est... Je réponds donc aux 2 dernières questions. Sur les directeurs d'école. C'est un vieux débat. Nous l'avons eu avec mon voisin de droite, votre rapporteur, souvent. Si vous voulez, le système actuel est à la fois présente des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire d'avoir un directeur d'école qui est le primus inter pares, qui est parmi ses pairs, qui est au contact des élèves, qui a sa classe. Ça présente certains avantages. Et puis vous vous apercevez que dans certaines écoles, on aurait sans doute besoin d'un responsable avec plus de responsabilités, qui les exerce, qui soit un interlocuteur reconnu des pouvoirs publics, extérieurs. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit des changements révolutionnaires. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit l'un des sujets majeurs de l'avenir de l'école. Alors peut-être que quand
les collectivités locales décideront de regroupements, de cités scolaires, collèges, lycées, écoles, ce qui se fait progressivement pour mutualiser certains équipements. Nous pourrions être amenés à en rappeler, mais je ne suis pas sûr que ce soit la grande priorité. Sur la question de M. Abad, je partage votre analyse sur l'ascenseur social. Et je reviens au terme exact, à l'appellation de ces internats, excellence. C'est un point que nous partageons avec l'un de mes prédécesseurs illustres qui vient d'entrer dans la salle, Jean-Pierre Chevènement, c'est que je considère que l'école de la République, elle doit être l'école de l'excellence. C'est-à-dire que nous devons être capables toujours d'aller détecter parmi une classe les 5 ou 6 qui ont ce talent qui permettra de les emmener à l'école polytechnique ou à l'école normale supérieure ou dans les grandes écoles, l'élite de la République. Ça fait partie des missions de l'école. Et effectivement, ça doit être indépendant du statut social et du déterminisme. Donc, alors qu'on voit aujourd'hui, quand vous regardez la sociologie des étudiants qui préparent les grandes écoles, ils sont majoritairement issus de milieux favorisés. Donc, dans ces internats, ce que nous avons voulu, c'est précisément aller chercher des enfants talentueux, l'excellence, mais issus de milieux défavorisés. Et dont on sait très bien que dans l'environnement, parce que quand vous êtes à 5 enfants dans 2 pièces de 25 mètres carrés, 30 mètres carrés, même en terminale S, vous aurez du mal. Vous aurez du mal à faire vos devoirs, vous aurez du mal à... Donc c'était cette idée que nous avons proposée à ces élèves. Et alors je partage votre analyse. C'est pour ça que dans les programmes d'excellence, il y avait non seulement de l'enseignement intensif, mais aussi de la musique, du sport. Voilà, donc je partage cette vision. Sur l'autonomie, moi je pense qu'il y a un équilibre qui existe entre le national, les programmes, la formation des enseignants, l'organisation générale du système, et la marge de manœuvre qui doit être donnée au local, c'est-à-dire l'animation du projet pédagogique de l'établissement, l'animation des enseignants. Moi, j'avais signé quelques jours avant mon départ un décret qui revoyait l'évaluation des enseignants, parce que moi, je considère qu'à un moment, il faut un responsable. Et le problème du système actuel, c'est qu'il n'y a pas de responsable. C'est-à-dire qu'un enseignant, il est évalué en moyenne tous les 7 ans, dans le cadre d'un processus complètement archaïque, où il n'y a jamais de responsable. Voilà. Je suis désolé, je reviens d'ailleurs à la remarque de Gérard Longuet, à la question de Gérard Longuet tout à l'heure, là aussi, c'est une des réponses. Il faut sortir de cette idée que l'enseignant est un artisan indépendant, vivant de manière autonome. Moi, je suis désolé, mais l'enseignant, c'est un fonctionnaire. Alors, bien sûr, la liberté pédagogique, c'est une réalité, bien sûr. Mais il y a un moment où le système éducatif doit avoir prise. Et les programmes, moi, les programmes, je suis désolé, les programmes, c'est un choix politique. Les programmes, ça doit être la responsabilité du ministère. C'est pas à la carte dans sa classe. Donc, moi, je pense qu'il y a un bon équilibre entre, d'un côté, le national, avec la définition du temps horaire, les programmes, la formation des enseignants, les grands principes, et le local, où on recrute son équipe pédagogique, on l'anime, on définit un projet pédagogique, on est responsable de ces équipes pédagogiques. Moi, je considère que l'équilibre existe. Il peut être trouvé. Merci beaucoup pour ces réponses qui, sous forme de conclusion de vos convictions. Merci beaucoup.